Bon, hier au large d'Anglais, sur la côte basque, s'échouait le cargo espagnol Luno. Mardi soir, la tempête Petra a touché la côte atlantique et laissé 40 000 personnes sur le carreau, dans le noir, en Bretagne, alors que dimanche, elle avait fait de gros dégâts déjà à Hendaye, les plus gros jamais recensés dans la ville basque. Avis de tempête. Donc, notre invité ce matin était la semaine dernière en visite à Nice, à Toulon et Saint-Malo, entre autres. Tiens, 3 villes maritimes, sans doute parce que vous avez fait de l'économie de la mer, Jean-Luc Mélenchon, un de vos nouveaux chevals de bataille, avec aussi la question de la défense, qui ne sont pas d'ailleurs tout à fait en dehors de ces questions d'économie de la mer. Enfin voilà, la mer pour vous, dites-vous, est la nouvelle frontière, et c'est même l'avenir de la France. Mais voilà, la météo marine ces derniers temps se met en vigilance orange et prévoit des risques de vagues, submersion et de vents forts. Retranscrit dans l'actualité, ça pourrait pour donner... me contrarier, non? Non, pas du tout. Ça pourrait être retranscrit dans l'actualité par jour de colère, manif pour tous, report de la loi sur la famille, journée de mobilisation aujourd'hui syndicale. Alors est-ce que l'Atlantique vous a entendu, Jean-Luc Mélenchon, et s'est décidé à donner ces jours-ci un aperçu de l'avenir de la France? Comment expliquer la colère qui anime les diverses manifestations et revendications qui ont parcouru le pays ces derniers temps? Et que proposez-vous avec le Front de gauche à l'approche des municipales et des élections européennes? Mais tout de suite, l'agenda le plus immédiat, votre agenda politique aujourd'hui, et votre agenda même au sens des affaires de justice, à 13h, je crois, 13h30, vous vous rendez à Béthune, où se tiendra le procès dit du faux tract, dans lequel vous avez fait citer à comparaître votre ancien adversaire aux législatives, Marine Le Pen, pour manœuvre frauduleuse. Oui, c'est-à-dire qu'elle a fait quelque chose qui est... Bon, dans toutes les élections, il y a des lettres anonymes, vous savez. Bon. Vieille tradition. Oui, alors c'est assez répugnant, mais bon, on n'y peut rien, parce qu'on porte plainte, personne ne fait jamais réellement, on ne trouve jamais. Là, il y en avait une par jour. De ma vie, je n'avais vu une chose pareille. Et ce jour-là, c'est une petite carte postale avec du vert dessus. Il y a mon visage. Il est marqué Votons Mélenchon avec une traduction en dessous en arabe. En tout cas, on peut le croire. C'est pas de l'arabe, c'est écrit à l'envers. Et il y a une phrase extraite de mon discours de Marseille qui dit il n'y a pas d'avenir. Vous savez, je parlais de l'unité des peuples de la Méditerranée, de leur destin commun. Je dis, une phrase qui a été sortie de son contexte. Oui. Et la phrase dit il n'y a pas d'avenir possible sans les Arabes et les Berbères pour la France. Bon. Et alors, ils sortent ça. Et moi, sur le moment, comme il en tombait une par jour, j'étais complètement mitridatisé, KO. Psychologiquement sous cette pluie. Mais mes amis, non, étaient un peu plus frais que moi, ils ont commencé à courir partout, jusqu'à trouver les distributeurs, et les coincer, et là, on découvre que ce sont des militants du Front National, venus d'ailleurs. Mais ce que Marine Le Pen a dit au Foire reconnu ensuite. Attendez, non, elle commence par dire, non, c'est pas nous, comment vous osez, etc. Et comme on les a vraiment serrés de près, que mes amis ont trouvé des témoins, qu'on a trouvé le numéro de téléphone que ces distributeurs de tracts appelaient, tout d'un coup, elle passe à la télévision, elle dit « Mais oui, mais j'assume totalement. » Ah oui, mais ça change tout. Parce que c'est absolument interdit par la loi d'éditer un tract en faisant croire que c'est celui du voisin. Et si on accepte un mode pareil, il n'y a plus d'élection honnête, parce que vous ne saurez jamais si ce que vous avez dans les mains, c'est bien ce que vous envoie Monsieur Truc ou Monsieur Bidule. Et là, elle a commis une erreur, parce que elle manifeste beaucoup de désinvolture, cette femme, c'est-à-dire qu'elle se considère un peu au-dessus des lois. La loi sur le sujet est constante depuis 1849. Rendez-vous compte, il y a eu 4 républiques depuis et 2 guerres mondiales et on n'a pas changé le texte. Donc c'est quelque chose de très important est là. Alors elle prend tout ça par-dessus la jambe. Et vous voulez une jurisprudence Mélenchon sur cette affaire. Vous y allez, parce que, vous voulez montrer que tous les coups ne sont pas permis. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même de pathétique dans le fait de voir comme ça un duel politique finir en duel devant les tribunaux? C'est possible, oui, bien sûr, on peut le voir comme ça, mais c'est ça ou les coups de bâton, le règlement des conflits. Moi, je préfère la justice. Si la règle, c'est maintenant, chacun sort les tracts qu'il veut, moi, je sors des tracts du Front National demain, si vous voulez. Vous voyez bien qu'on n'aurait plus aucune élection honnête. Donc, c'est moins une affaire entre elles et nous qu'une affaire qui défend l'idée de démocratie elle-même. On croit ce que les gens disent et distribuent, et c'est à partir de là que le peuple est souverain. Mais vous avez raison de dire que les questions politiques ne doivent pas se régler dans les tribunaux. C'est le peuple qui les règle. Mais là, il ne peut pas les régler, puisqu'il ne sait jamais ce que vaut ce qu'on lui donne. Alors, cela dit, du coup, vous ne serez pas au Parlement européen aujourd'hui? Non, voilà. Et on va encore dire que vous n'êtes jamais au Parlement européen. Oui. Alors, non, mais c'est bien, parce qu'ils m'ont stimulé. J'ai été tellement blessé, vous savez, qu'on me renvoie l'image de quelqu'un qui ne fait pas son travail pour quelqu'un qui passe sa vie au travail, comme c'est mon cas. Je n'en fais pas un titre de gloire, mais je ne permets pas qu'on méprise ça. Alors du coup, sur mon blog, je mets toutes mes absences, on a tout retrouvé, mes présents. En plus, je me suis amusé à une chose, c'est de voir qu'est-ce que c'était que ce site qui me classe si mal. Il ne classe que les présences physiques dans l'hémicycle. Et j'ai trouvé 2 autres sites qui me classent tout à fait différemment et me mettent en tête des classements, parce que, vous savez aussi bien que moi, j'ai la manie d'écrire, donc j'explique par exemple
écrit tous mes votes, je raconte tous mes dossiers. On ne peut pas dire que votre blog n'est pas alimenté, ça c'est clair. Alors, bon voilà, je suis sauvé par ma maladie de l'écriture. Mais je le prends très mal quand même. Vous savez, je sais que ça ne va pas vous plaire, je vous dis ça, mais on dirait que quand quelque chose vous blesse, dans votre corporation, il y a des personnes que ça excite. Comme on voit que ça me fait souffrir. Donc, à chaque émission, on revient là-dessus en me disant « Alors, vous n'êtes pas là ». Bon, bref, voilà. Allez, vous ne serez pas au Parlement européen, parce que vous serez à Béthune, vous ne serez pas non plus dans les cortèges de la manif CGT du jour. Ça, c'est plus important pour moi. Oui, non, je ne pourrais pas y être, hélas. Madame Le Pen ne sera pas au tribunal. Non, il y a une chose, quand même, une vacherie que je veux dire. Elle ne sera pas non plus à la manif, ouais. Non, mais il vaut mieux pas pour elle, la pauvre. Non, ce que je voudrais dire, une petite méchanceté. J'ai demandé, juste pour, vous savez, comme je suis taquin et agaçant, donc j'ai écrit au président de mon assemblée, et je lui ai dit, écoutez, voilà, j'ai un jugement tel jour, je demande à être excusé, pour pas que les journalistes après m'embêtent parce qu'ils m'ont pas vu. Et l'autre me répond, ah non, c'est pas prévu dans les cas. Ah bon, c'est pas prévu dans les cas d'absence. Donc, quand la justice se tient dans votre pays, l'Union européenne vous dit, n'y allez pas, c'est pas important. Moi, il commence vraiment à me chauffer, cela, parce que le 11 novembre, on tient des séances de l'Assemblée, le 14 juillet, on tient des séances. Ça, c'est censé être l'Europe, mais ça ne respecte aucun des grands moments libérateurs de notre vieux continent. Un mot sur cette journée de mobilisation, Jean-Luc Mélenchon, la CGT part seule sur ce coup. La journée avait été prévue avant le 31 décembre, avant le pacte de responsabilité. On aurait pu s'attendre depuis le 31 décembre, le 14 janvier, à un mouvement un peu plus unitaire, un mouvement d'ampleur. C'est pas le cas. Oui. C'est un signe mauvais ? Écoutez, moi je m'interdis de critiquer les stratégies syndicales. Je pense qu'il y a quelque chose qui est inéluctable, et je profite de ma présence ici pour le dire. Inéluctablement, nous devrons nous rassembler pour dire que trop c'est trop au gouvernement. Trop de tromperies, trop de trahison, trop d'abandon, trop de cadeaux puissants, trop bon. Alors, ça c'est inscrit dans la situation, et je pense que ça serait bien qu'on le fasse. Ce mouvement d'ensemble, d'abord qui rappelle qu'il y a une gauche, quoi. Et bien sûr, il y a une droite. C'est bien légitime, c'est la démocratie. Ils sont dans la rue, et on ne va pas leur reprocher, on y est souvent nous-mêmes. Pour l'instant, ils sont en force dans la rue. Absolument, vous avez raison. Et ça, c'est toute la dialectique du mouvement social, du mouvement électoral, des idées que ne comprennent pas les créatures technocratiques qui encombrent aujourd'hui les bureaux de l'Élysée. Une idée devient une force matérielle quand le grand nombre s'en empare. Et ça fait partie du mécanisme de la démocratie que d'être présent sous forme de programme, présent dans la rue et se renforcer comme ça. C'est pourquoi l'événement de dimanche dernier est un désastre, mais absolu pour la gauche. Pas à cause seulement du thème qui était en l'occurrence présent, la question de la prétendue question de la famille, comme si quelqu'un n'aimait pas la famille. Mais, attendez, comment expliquez-vous... pardon, juste finis sur un mot pour dire, le fait d'avoir cédé le lendemain matin, c'est leur donner la victoire, donc c'est dire... ils avaient raison, quelque part. Donc, c'est la rue à droite qui commande aujourd'hui au gouvernement ? Évidemment, parce que ce gouvernement pense qu'il a acquis la gauche gratis, que quoi qu'il arrive, on ne dira rien, on supportera en silence, et donc il ne cesse de cajoler la droite. D'autant que dans le comportement de François Hollande, il y a du maxi Tony Blair, c'est-à-dire, vous savez, cette politique qui se met 2-3 rubans de gauche et qui, en réalité, est une politique de droite assez dure sur le plan économique. C'est une politique de droite dure. Mais comment expliquez-vous cela dit qu'on arrive à mobiliser aujourd'hui entre 80 000 ou 200 000 ou 300 000 personnes autour de débats sur la famille, loi qui, vous le savez, projet de loi qui au fond a été abandonné très vite, et que la question syndicale aujourd'hui se mobilise à ce point si peu. On attend peu de mobilisation. On verra bien aujourd'hui, mais on attend peu de mobilisation. Moi, je veux pas à l'appel faire de la CGT. Non, mais est-ce que cela veut dire, comme certaines analyses politiques, au fond qu'il y a un imaginaire aujourd'hui qui s'est déplacé, qui est un imaginaire de droite plus fort qu'un imaginaire, une utopie de gauche? Ce n'est pas mon avis. Je pense d'abord qu'il y a certaines questions qui ont été traitées avec beaucoup de désinvolture. Voyez-vous, je suis l'auteur du premier texte de Pax qui a été déposé dans une assemblée. Le jour où j'ai déposé ce texte, j'étais socialiste. Je n'ai trouvé que 6 signatures sur ce texte. Ça veut dire que sur toutes les questions qui concernent l'organisation de la vie personnelle, ce sont des questions très profondes qui interpellent beaucoup les gens. Il ne faut pas les traiter avec désinvolture et considérer que parce que dans son esprit le problème est réglé, il l'est pour tout le monde. Surtout quand vous annoncez à des gens que le mariage pour tous est une bonne idée, que ces idées ne vont pas de soi. Donc il faut se donner le temps de la conviction et les méthodes de la conviction. Du débat. Donc ça vous explique pourquoi
pourquoi il y a une aussi violente mobilisation du côté des gens qui pensent que tout ceci est menacé. La famille, le couple, les enfants, ce n'est pas vrai, mais ils le pensent. Donc c'est normal qu'ils se mettent en mouvement avec autant de violence et de puissance. Et de notre côté, que faisons-nous? Rien. Le président de la République a même à un moment donné failli reculer sur le mariage pour tous. Il présente toutes les autres mesures comme des mesures en contrebande. Maintenant, je viens au syndicalisme. La question syndicale aujourd'hui est quand même très largement surplombée par la résignation, la peur du lendemain. Et vous remarquerez une chose, je me permets, mais très amicalement de le dire à mes camarades syndicalistes, quand vous organisez des journées d'action et des manifestations en pleine semaine, ce qui équivaut à perdre une journée de travail, on peut dire que déjà avant même d'avoir commencé, on s'est mis sur les bras une grosse difficulté. Ça vaut pour la CGT, mais Force ouvrière va faire pareil, seul au mois de mars, il va y avoir d'autres mouvements unitaires. Alors, nous allons prendre des dispositions. Le problème, c'est l'éclatement. Écoutez, dans le passé, on m'a un peu montré du doigt, on a un peu rigolé, mais les manifestations contre le traité européen, contre la Ve République et le ministre Cahuzac, ou celles sur la TVA, ont été des manifestations de masse, très puissantes. Qu'est-ce qu'elles nous enseignent, au lieu de venir me chercher les poux dans la tête pour savoir combien il y avait réellement de monde, et quelle est la largeur du boulevard, et tout ce qu'on m'a fait la dernière fois? C'est de bien comprendre qu'aujourd'hui, la politique unifie le mouvement salarial plus que le syndicalisme, parce que le syndicalisme a été un temps de dure tension. J'appelle tout le monde à se syndiquer, c'est indispensable, et à aider les camarades qui marchent devant dans le syndicalisme. Mais vous pouvez montrer la voie, vous êtes au-dessus de ça. Absolument. Donc il faut que je fasse attention, parce que 3 fois j'ai appelé à des manifestations, elles ont été des succès de masse, mais alors ça a commencé par des pinaillages sur qui décide la date et pourquoi c'est Mélenchon qui le fait. Enfin, je voudrais m'épargner ça. Là, nous avions appelé à constituer un collectif contre l'augmentation de la TVA, avec qui tape très durement les gens. J'ai pas été très encouragé, parce qu'au bout de 3 semaines de parlotte, tout ce qui a été décidé, c'est d'aller porter des pétitions. Donc je suis très fâché. Je pense qu'il faut une action de masse, et que c'est à nous de prendre, à notre tour, d'être dans la rue. Donc je proposerai avec d'autres, parce que j'ai vu que Besancenot aussi a évoqué cette idée, il est temps de passer à une contre-offensive de masse. Mais pas le truc des socialistes, là, qui essayent au passage de récupérer tout le monde et de dire, attention, la République est en danger, donc vite regroupez-vous. Manuel Valls fait référence directement, lui, effectivement, on est le 6 février 2014, aux factions des années 30. C'est un manipulateur dans Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Il faut pas, comparaison n'est pas raison en histoire. Mais il faudra alors en tirer les leçons. Si c'était vraiment cette situation, par certains aspects, bien sûr que nous voyons monter une droite. C'est-à-dire que personne n'a pris dimanche dernier, personne n'a pris d'assaut l'Élysée. Par exemple. Mais il n'y a pas que ça, il ferait bien de balayer devant sa porte. Qu'est-ce qu'ils votent au niveau européen, sinon des mesures autoritaires? Donc les premiers autoritaires, c'est eux. Bon, deuxièmement, s'ils étaient si persuadés que c'était la crise, ils laisseraient les gens respirer, au lieu de quoi ils vont encore retirer 50 milliards de l'économie du pays. Donc ça va aller de plus en plus mal. Le chômage va se développer. Les véritables pourvoyeurs d'extrémisme dans ce pays, c'est l'Élysée et le ministère de l'Intérieur. C'est eux qui poussent les gens dans la rue. Et si, malgré tout, comme certains le disent et l'observent, la réussite de François Hollande et du gouvernement d'aujourd'hui serait d'arriver à éparpillé, atomisé, façon de puzzle, comme on dit, la droite, qui, on le voit, est très embarrassée pour prendre parti dans cette question de la manif pour tous. Le Front National ne l'entend pas beaucoup, Jean-François Copé ne sait pas trop quoi dire. Oui, mais je ne me sens pas concerné. Est-ce que stratégiquement... Ah oui, mais c'est de la politique. Non, c'est pas de la politique, c'est de la politiciennerie, c'est des petites bassesses, c'est pas ça le sujet. C'est que fait le peuple français dans la plus grande crise qu'il affronte depuis la dernière guerre mondiale. Que fait-il? Quels horizons se donne-t-il? Quelles perspectives communes se donne-t-il? Et puis il doit être respecté, il a des bulletins de vote. Ce que fait le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, de François Hollande et de Valls, c'est de passer leur temps à des astuces pour essayer de coincer les gens. Par exemple, nous coincer nous en nous disant, si jamais vous ne nous soutenez pas, c'est donc que vous êtes d'accord avec l'extrême droite. Ensuite, ils disent à la droite, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est donc que vous soutenez. Ils passent leur temps à ça. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut traiter le problème. Il faut essayer d'élever le niveau de conscience collective, l'adhésion à des projets qui rassemblent, et essayer de tirer ce pays de l'impasse. Tout à l'heure, on va avoir une discussion économique, mais peut-être que quelqu'un va finir par se dire qu'une solution, une recette qui ne marche nulle part en Europe, qui provoque partout de la récession, ne peut pas être la solution pour l'avenir. Bon, écoutez, je crois que vous êtes sur la même longueur d'onde, si je puis me permettre, que Brice Couturier, qui tout à l'heure introduira le débat à 8h15. Il faisait des beaux bouquins sur la jeunesse, celui-ci, autrefois. Ah oui, on s'est connus. Autrefois, où c'est autrefois? Non, mais j'ai pas lu depuis. On s'est connus. Il a fait un bouquin qui s'appelait Saine Jeunesse, qui était formidable. Vous allez nous mettre en retard. Que direz-vous tout à l'heure à 8h15, Brice? Oui, Jean-Luc Mélenchon, vous avez prévenu que vous ne voteriez pas la confiance au pacte de responsabilité.
responsabilité, vous venez de nous expliquer pourquoi, mais vu l'état et vu la situation économique de notre pays, vu les engagements que nous avons envers nos alliés européens, y avait-il des alternatives réalistes? Bien sûr. Voilà. Et allez, on enchaîne donc la deuxième partie des matins de France Culture. Je le rappelle, l'invité, au cas où certains déjà un peu piquant, quand même. À quelques-uns, Jean-Luc Mélenchon, Brice Couturier. François Hollande entame un virage. Après le CICE, voici le pacte de responsabilité. L'État s'engage à alléger de 30 milliards les charges des entreprises afin de favoriser l'investissement et l'embauche, sur lequel les patrons devront prendre des engagements. Alors ce coup de fouet attendu à la compétitivité de notre appareil productif, qui s'est fortement dégradé, devra être financé, on le sait, non par une nouvelle hausse d'impôts sur les ménages, mais par un plan d'économie des dépenses de l'État de 50 milliards sur 2 ans, sur 3 ans. 2015-2017. Je rappelle que la dépense publique de notre pays atteint 1151 milliards d'euros, afin de ramener les choses à leur juste proportion, donc une économie de 50 milliards sur 1151 milliards de dépenses. On a parlé de conversion du président à la social-démocratie, mais qui, connaissant l'histoire personnelle de François Hollande, sa fidélité envers Jacques Delors, pouvait imaginer qu'il épouserait une ligne de rupture avec le capitalisme ou même une politique de sortie de l'euro. Les socialistes suédois, les premiers en Europe à avoir gouverné un pays selon la ligne social-démocrate dès les années 30, la définissaient en particulier par le fait que l'État se garde d'imposer ses solutions aux conflits sociaux. Il favorise des négociations directes entre représentants de salariés et représentants du patronat. Avant même la prétendue conversion du président, 2 avancées majeures, quoique peu remarquées, ont eu lieu par cette méthode, à l'initiative du gouvernement. D'une part, l'accord national interprofessionnel de janvier 2013, qui va permettre à notre pays de s'engager sur la voie de la flex-sécurité. Elle a fait ses preuves chez plusieurs de nos voisins. Et l'accord du 14 décembre dernier sur la formation professionnelle, qui dotera les salariés de ce pays d'un compte personnel de formation portable. Pourtant, il y a bien une manière de tournant, si l'on considère les premiers mois du quinquennat, un tournant vers l'économie de l'offre, une renonciation aux anciennes politiques socialistes de relance par la consommation qui se sont toujours traduites par une forte dégradation de notre balance commerciale et un regain de l'inflation. Mais le gouvernement avait-il le choix ? Les hausses d'impôts ont sans doute atteint une limite, avec un taux de prélèvement obligatoire de 46,5% cette année. Nous serons le 2e pays le plus imposé d'Europe derrière le Danemark. Du coup, l'impôt commence à rentrer mal. On risque le refus de l'impôt et le basculement dans l'économie grise. Nous taxons les revenus du capital à 44%, 2 fois plus que l'Allemagne à 22%. Et surtout, la France est le champion européen de l'impôt sur les sociétés, avec un taux de 36,1% contre 29,8% en Allemagne. Du coup, les capitaux ont commencé à fuir notre pays. Les investissements directs étrangers ont chuté l'an dernier de 77%, tandis que ces mêmes capitaux affluent en Allemagne et en Grande-Bretagne, où ils permettent de créer des emplois. Les investissements des entrepreneurs français stagnent, tout comme la consommation des ménages. Pour la première fois, elle a stagné à plus 0,1% l'an dernier. Une première, dans un pays où la progression moyenne était proche de 5% l'an au cours des 30 dernières années. C'est la preuve que notre fameux modèle entraîne une panne générale et une fuite à l'étranger des créateurs d'entreprises. Vous me répondrez tout à l'heure. Nos seuls espoirs de renouer avec la croissance dépendent de l'ampleur de la reprise chez nos voisins. Nos mauvais choix passés nous ont fait perdre notre souveraineté économique. Alors, dans un tel contexte, Jean-Luc Mélenchon, freiner les dépenses publiques s'avérait en effet la seule politique possible. Ce n'est ni social-démocrate ni social-libéral, c'est juste la seule option qui restait sur la table. Parce que la France n'est pas seule au monde, elle fait partie de l'Union européenne, elle partage la même monnaie que des pays qui ont ramené leur compte public à l'équilibre, comme l'Allemagne, tout en ayant des taux d'imposition sensiblement plus bas que les nôtres et qu'ils ne toléreront pas longtemps que nous profitions de la fiabilité de l'euro pour continuer à nous endetter jusqu'à la faillite. Alors vous avez prévenu que vous ne voteriez pas ce pacte de confiance, ce pacte de responsabilité, mais encore une fois, Jean-Luc Mélenchon, la France avait-elle le choix ? Connaissez-vous donc des alternatives réalistes ? Si oui, lesquelles ? Oui. La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Le temps de pouvoir lire un texte, parce que là, vous nous avez récité le catéchisme libéral habituel. Il manque 1 ou 2 couplets, parce que je suis un connaisseur. Mais qu'est-ce qui est faux, alors ? C'est gentil de dire catéchisme. Non, mais alors attendez, reprenons les faits on ne reprendra pas. Non, c'est pas vous qui allez dicter le rythme. Je ne vais pas passer mon temps à courir derrière le petit chiffon rouge du libéral traditionnel. D'abord, vous passez votre temps à assimiler des choses et à les proférer comme des évidences qui sont des choses pas du tout évidentes. Par exemple, vous dites la dépense publique est de 1000, etc. Bon,
vous mettez toutes les dépenses collectives là-dedans. C'est-à-dire vous mettez les dépenses sociales, les dépenses des collectivités locales, plus le budget de l'État. Alors, parce que c'est les impôts qui financent tout cela, attendez, non, c'est pas... Une petite seconde. On commence par ça d'abord. Cette masse que vous montrez du doigt d'une manière confuse, c'est-à-dire la dépense publique serait le mal absolu qui pourrirait l'économie de l'intérieur. Quand elle est trop élevée, oui. Ah, donc c'est autre chose. Donc il ne sert à rien. C'est nécessaire qu'il y ait de la dépense publique, bien sûr. Ben oui, mais les chiffres doivent être analysés, interprétés, mis en perspective, pas assénés pour montrer aux gens qu'ils se soignent trop, ils sont trop bien encadrés, ils sont trop aidés, et à la fin vous finirez par dire assister. Par exemple, nous avons deux thèses complètement différentes au plan économique. Et s'il vous plaît, renonçons à cette pensée totalitaire qui consiste à penser qu'il y a une seule position possible. Ça, c'est Madame Thatcher. C'est there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative possible. Bon, non, c'est pas comme ça. Nous pourrions. Alors, quelles sont les alternatives? Non, mais nous commençons d'abord par un diagnostic. Je suis absolument opposé au vôtre. Ce n'est pas le coût du travail ni le coût du fonctionnement de la société républicaine qui est en cause, c'est le coût du capital, ses prédations, son parasitisme, son inutilité, la stupidité de la classe dirigeante entrepreneuriale française qui est remarquable dans toute l'Europe. Voilà. Et je vais vous en donner une démonstration. Vous venez de dire, quand il y a des dépenses excessives, alors les choses vont mal. Mais je vous signale que le modèle... L'économie tourne au ralenti, ça crée du chômage et donc on a besoin d'assistance. Oui, non, mais nous connaissons ce catéchisme et ses refrains bouclé en boucle. Moi, je peux vous faire une démonstration inverse. Lorsqu'il y a de l'activité, vous êtes tous persuadés que le problème, c'est le coût du travail. Moi, je pense que c'est le coût du capital. Lorsqu'il y a je vais vous en donner un exemple très concret. L'année dernière, les derniers chiffres, c'est que on a les capitalistes, je parle encore une fois, pardon, parce que c'est tellement un coup de marteau ce que vous venez de lire, je veux bien distinguer les entreprises entre elles. Pour vous, tout ça, c'est une masse confuse. Mais ça n'a rien à voir, une petite entreprise et une très grande entreprise du CAC 40. Ce ne sont pas les mêmes niveaux d'accumulation, ni les mêmes niveaux de rémunération. Mais ce dont je vous parle, ce sont les... c'est les PME qui payent les impôts. Oui. Alors que la CAC 40, ils s'en vont. Oui. Ils vont payer ailleurs. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose à dire sur ce sujet au lieu de montrer du doigt les pauvres gens? Est-ce que vous ne pourriez pas dire, par exemple... du doigt les pauvres gens? À quel moment j'ai montré du doigt les pauvres gens? Attendez, monsieur Brice-Couturier, si vous m'interrompez tous les 4 mots pour recommencer votre catéchisme, vous relisez votre texte, on ne discute pas, vous avez raison. D'ailleurs, le monde va tellement bien que c'est la preuve que vos thèses sont bonnes. L'Europe tout entière est en récession, 4 ou 5 grands peuples souffrent le martyre, mais monsieur Couturier et les autres libéraux... on vous laisse parler. Je voudrais terminer. Et Alice Belsigré va intervenir. Je viens de dire que c'était le coût du capital qui était le véritable cancer de l'économie, sa financiarisation. L'entrée du capital financier dans la prise de décision à l'intérieur des entreprises qui aboutit à exiger des niveaux de rendement qui n'existent pas dans la production réelle. Quand j'entends des 10, des 12, des 18% certaines fois exigés par certains fonds, je dis cela n'existe pas dans la production réelle. Et ça a une conséquence sur la manière avec laquelle l'économie est pilotée et ses priorités. Mais surtout, regardez au moins un chiffre, puisque lui il en a cité je ne sais combien. L'année dernière, les derniers chiffres qu'on a, c'est 210 milliards d'euros répartis en dividendes, c'est-à-dire en rémunération des actionnaires, contre 180 milliards d'euros dans l'investissement. Ce qui prouve à l'évidence que la conduite des affaires n'a pas pour objectif le développement de l'activité, mais a pour exclusive préoccupation un niveau de rémunération du capital suffisant pour qu'il reste, comme vous dites, attractif. Moi, j'ai 2 thèses. Premièrement, nous devons créer un volant d'entraînement de l'économie à un ou un autre endroit de la chaîne de la production en général. Raison pour laquelle j'ai avancé la thèse de l'économie de la mer, qui est de stimuler le démarrage d'un segment de l'économie, qui soit une économie productive et écologiquement responsable. Car dans tout ce que nous disons là, il y a tout à l'heure, quelqu'un fait une remarque, ici un journaliste fait un commentaire sur le climat, l'impact de l'activité humaine, et ensuite dès qu'on parle d'économie, c'est comme si tout ça n'existait pas, comme si les dimensions écologiques, c'est-à-dire qualitatives, n'intervenaient pas dans la décision économique. Donc moi, voilà, je suis partisan d'une politique de la demande. J'interroge, quelle est la demande dans notre pays? Quelles sont les demandes? Et en y répondant, je stimule l'économie. Permettez, parce que moi, j'ai pas eu le temps. Si vous m'aviez dit, j'écrivais un texte, comme monsieur Couturier, je mettais bout à bout. On a un quart d'heure et une demi-heure. Alors, oui. Au contraire, voilà, on a tout à fait le temps. Allez, alors, Agnès Benassi-Kéré. 3 points rapidement. D'abord, sur la dépense publique, je suis d'accord avec vous. Une part de la dépense publique, c'est du revenu différé. Mais allez expliquer aux gens que notre système de retraite, par exemple, est un des plus généreux du monde. Allez expliquer aux gens que...
Ah ben si. Non, madame, 66 ans le départ à la retraite, avec une pension qui est à peine égale à 65%, vous mentez. Regardez les chiffres de l'INSEE sur le niveau de vie des retraités par rapport au niveau de vie des actifs, c'est le même niveau. Les retraités qui nous écoutent savent tous qu'ils baignent dans la joie, l'abondance et le bonheur, et cette petite dame vient de vous le dire. Vous avez reproché à M. Couturier de vous avoir coupé, donc ne me coupez pas. Parce que c'est insupportable, vous ne vous en rendez même pas compte. Moi, je m'en fous. Écoutez, moi, ça m'est égal. Ça m'est égal. Mais les gens qui vous entendent répéter sans arrêt ce catéchisme ne vous supportent plus. C'est les faits qui nous importent. Je viens de vous dire que ce ne sont pas les faits qui vous importent, c'est leur interprétation idéologique. Vous êtes des idéologues tous les deux. Je viens de vous dire que j'étais d'accord avec vous sur le fait qu'une partie de la dépense publique, c'est du salaire différé. Mais vous avez aussitôt commencé à montrer du doigt les retraités en disant c'est le statut le plus généreux. Voilà. Alors, sur le partage de la valeur ajoutée, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Le partage de la valeur ajoutée n'est pas défavorable aux salariés. Il est stable. Les salaires croissent plus vite que la productivité. Voilà. C'est encore des chiffres de l'INSEE. Non, ce ne sont pas des chiffres. Madame, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais la part entre le capital, la répartition, écoutez, la répartition, non, ce ne sont pas les chiffres de l'INSEE. La répartition entre capital et travail s'est dégradé de 10 points en faveur du capital au cours des 25 dernières années. Les salaires croissent plus vite que la productivité. Je vous parle d'en France. Les salaires croissent plus vite que la productivité en France. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas vrai non plus. Bon, depuis plusieurs années. Maintenant, ça s'appelle un rapport de force sociale, si c'est... Je ne plaît pas, mais tous les travaux qui ont été faits sur les bas salaires, je ne parle pas des hauts salaires, je parle des bas. Il est vrai que réduire le coût du travail sur les bas salaires favorise l'emploi. Ça vous plaît pas, mais c'est comme ça. Il y a eu des travaux... C'est absolument faux. Voilà. Et donc, je peux vous envoyer les références. Mais les références, je m'en fiche. Il y a plusieurs analyses de la réalité, madame. Il y a plusieurs analyses de la réalité. Il n'y en a pas une seule. Et vous auriez raison parce que... Alors, à quoi bon la démocratie? À quoi bon la décision politique? Ce que vous dites n'est pas vrai. Que lorsque vous dites, par exemple, que les salaires progressent plus vite que la productivité, les gens ont bien du mal à comprendre de quoi on parle, mais la productivité progresse d'1 point par an. Non, elle est à l'arrêt. Elle est à l'arrêt. Non, attendez. La querelle des chiffres, elle se base sur quoi? Vous n'avez pas les mêmes chiffres, visiblement. Mais c'est pas une affaire de chiffres, c'est une affaire d'interprétation sociale et politique d'un fait. Quand la productivité... Est-ce que, madame, vous acceptez ce fait que lorsqu'un travailleur travaille 10 heures, pour prendre un exemple, on ne lui donne pas comme salaire la valeur qu'il a produit pendant 10 heures? Vous en êtes d'accord? Vous en êtes d'accord ou pas? Je ne comprends pas ce que vous dites. C'est très simple à comprendre. Quelqu'un qui travaille 10 heures, on ne lui donne pas comme salaire la production qu'il a opérée pendant 10 heures. Mais il y a d'autres coûts pour l'entreprise. Voilà, il y a d'autres coûts. Nous sommes bien d'accord. Par conséquent, il y a les coûts qui relèvent des matières premières, il y a les coûts qui relèvent des machines, il y a les coûts qui relèvent des murs. Nous sommes encore d'accord. Nous parlons donc de la part du travail que le travailleur a effectué, qu'il n'a pas reçu comme salaire, qui n'est pas parti en coût, et qui est du travail, comment ça s'appelle? Gratuit. Et c'est ce travail gratuit qu'on transforme en dividende. Par conséquent, quand le salaire va plus vite que la productivité, ça peut aussi vouloir dire que le rapport de force fait qu'on donne plus d'argent aux salariés qu'on en donne aux dividendes. Voilà, madame. Par conséquent, il n'y a pas de raison, quand il y a une marge de manœuvre aussi large que celle qui est la rémunération du capital, que les salaires, notamment les petits, ne progresse pas. Et maintenant, la démonstration du contraire de ce que vous êtes en train de dire, c'est la situation allemande, dont le moteur économique a consisté à être le passager clandestin de toute l'Europe, en vendant aux autres des produits de qualité, assemblés en Allemagne à partir de production à bas prix, grâce au dumping social tout autour. Eh bien, cette année, pour la première fois, le moteur de l'économie allemande, c'est la consommation populaire. La consommation populaire, c'est comme les crevettes dans la rivière. C'est ce qui vous permet de savoir si l'économie est en bonne santé. Car figurez-vous, madame, que le but de l'économie, c'est que les gens puissent vivre, puissent se soigner, que les enfants soient éduqués et qu'on parte quand on est trop fatigué. Ça n'est pas de remplir les poches de quelques personnes. Mais j'ai jamais dit ça. Ah, mais vous ne l'avez pas dit, mais non. Madame, ça revient à ça. Vous dites, quand les petits salaires sont trop payés, alors l'économie s'écroule. Ce n'est pas vrai. Les salaires ont augmenté, c'est pas les petits salaires qui ont augmenté plus vite que la productivité, c'est les hauts salaires. Quand les petits salaires, mais vous parliez des petits salaires il y a un instant. J'ai pas parlé des petits salaires. Vous avez dit quand on abaisse le niveau de la rémunération de l'emploi. J'ai pas dit la rémunération, j'ai dit le coût. Les charges sociales. Mais madame, le coût, ça n'existe pas. Le travail n'est pas un coût, c'est la seule source de richesse. Essayez de faire avec un coût zéro du travail. Ça s'appelle un compte concentration, c'est pas ce que vous voulez. Vous avez déjà dirigé une entreprise? Madame, et vous avez dirigé quoi? Une association à but lucratif. Oui, c'est ça. Bon, je peux vous donner le nom. Très bien. Donc on ne peut parler de philosophie que si on est philosophe, on ne peut parler de bus que si on sait conduire un bus. Madame, mais pour qui me prenez-vous? Vous croyez que j'ai pas étudié en une vie entière de lutte avec les syndicalistes, de parlementaires? J'en sais bien plus que vous. Gardez pour vous cette forme d'arrogance qui consiste à discréditer vos interlocuteurs au motif que vous en sauriez plus qu'eux. Ce n'est pas acceptable. J'en sais plus que vous. C'est vous qui avez toujours cette stratégie de vous attaquer aux journalistes qui vous interrogent de manière agressive, qui est d'ailleurs une... D'accord, on va vous le dire plus gentiment. Que vous avez en commun avec Marine Le Pen, d'ailleurs c'est exactement les mêmes procédés, c'est-à-dire mettre en accusation le journaliste plutôt que
de répondre à ces questions. Oui, et vous, ça consiste à discréditer votre interlocuteur. Vous savez, monsieur, ça date du 5e siècle, ça s'appelle le sophisme. On discrédite la forme de l'argument et l'argumentateur. Quand vous êtes deux à m'interrompre... Cette agressivité est gratuite. Voilà. Alors, peut-être que... Eh ben, allez-vous-en, si ça vous plaît pas. Alors, peut-être qu'il faut... Allez-vous-en, quelqu'un d'autre peut m'interroger, il y a d'autres journalistes dans cette maison. C'est pas la question, c'est le temps du débat. Que personne n'a jamais le droit de contester, vous débitez le catéchisme libéral, et vous ne supportez pas les attendez. Mais moi, je m'en cache pas, moi, monsieur. Moi, je fais de la politique, je m'en cache pas. Je dis ce que je pense. Je fais des analyses engagées, je suis marxiste. Je n'ai jamais prétendu avoir, moi, la vérité. Je prétends avoir une vérité. Je demande à ceux qui m'écoutent de choisir. Tandis que vous dites, il n'y a pas d'autre solution. C'est la grande différence intellectuelle entre vous et moi. Il faut qu'on se mette d'accord sur les faits. C'est ce que j'essaye de faire. Oui, mais c'est difficile avec vous parce que vous les niez d'avance. Ah, voilà. Tandis que vous, vos affirmations sont les faits. Non, monsieur. C'est juste un point de vue. On va peut-être avancer d'un cran sur les questions. Il y a une qui est partie, donc le suivant pourrait partir. Alors, elle est partie parce que c'était prévu qu'elle parte, elle ne part pas parce que vous l'auriez vexée. Elle doit avoir un rendez-vous. On aurait pu continuer. Benoît Bouscaël, les questions économiques politiques peut-être forcément liées tout de même à des questions. Je ne vous crois pas, monsieur Couturier. Mais bien sûr que non. De toute façon, c'est le temps du débat. Et c'est comme ça. Je ne suis pas du tout vexé. Je suis pas du tout vexé. Comment on va le prendre gauche, Jean-Luc Mélenchon? Ne tombez pas sur quelqu'un qui se met à genoux devant soi-disant chiffres qui ne veulent rien dire. Bien. On attaque les questions politiques. Comment va le front de gauche, Jean-Luc Mélenchon? On sait que pendant les mois qui viennent de se passer, ça allait pas très fort entre le Parti communiste et vous, au Parti de gauche. Les élections arrivent, elles approchent, les élections européennes notamment. Vous aurez besoin d'être ressoudés. On a entendu hier Pierre Laurent, le patron du Parti communiste, taper sur le gouvernement d'une manière un peu inhabituelle, en tout cas pour les dernières semaines. Là, il a dit il y a une dérive droitière du gouvernement là qui est flagrante. Il se rapproche un peu de votre ligne. Je pense il revient dans la maison. Il n'a pas eu de divergence, pour être honnête, on se connaît quand même assez. Il n'y a jamais eu de divergence sur l'appréciation. Simplement, eux pensaient que, ils croyaient que ça serait caché jusqu'à la fin des municipales. L'imprévu, c'est de voir un truc pareil qui vous coupe le souffle, parce que tout le monde a le souffle coupé. Donc ils sont en porte-à-faux, là, c'est ça? Je crois, oui. Mais je voudrais bien qu'on comprenne, c'est pas une divergence entre le parti de gauche, dont je suis le coprésident, et le Parti communiste, c'est une divergence à l'intérieur du Parti communiste. Parce que sur 6 dirigeants sur 11 de la direction actuelle du Parti communiste sont dans des listes autonomes au premier tour. Vous savez que moi je demande que ça, l'autonomie au premier tour. C'est tout. Donc il y a 2 tours, on peut quand même penser ça, que c'est une bonne tactique. Et la moitié du Parti communiste est sur des listes autonomes au premier tour. Et ça, c'est pour ça que moi ça me met tellement nerveux. Normalement, là en ce moment, je devrais jubiler. Je devrais dire formidable, ce que j'ai entrepris fonctionne. C'est-à-dire, ils se sont fait avoir, c'est ça? Ah non, mais ça, vous leur demanderez à eux. Moi, je ne veux pas répondre. C'est ce que vous pourriez penser. Monsieur Couturier ne peut pas me disputer avec tout le monde la même matinée. Bon, non, ce que je veux dire, c'est que je devrais triompher avec mes amis parce que non seulement nous avons des listes front de gauche dans toutes les villes des listes autonomes dans 600 villes au total, toutes les villes de plus de 100 000, les 3/4 de celles de plus de 20 000. Mais en plus, nous avons des listes avec Europe Écologie Les Verts dans 80 villes aujourd'hui. On est en train de faire les comptes parce qu'on n'a pas des moyens matériels qui nous permettent d'être vraiment informés en temps réel. Mais c'est quelque chose de considérable. Donc on voit bien qu'est en train de se constituer une opposition de gauche. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous faites une municipale en commun, en principe, vous ne passez pas votre temps du bien de la liste adverse. Donc tous ces écologistes qui font liste commune avec nous, se prononcent contre l'austérité, se prononcent pour des modèles écologiquement responsables au niveau local. Donc c'est en contradiction avec la politique de l'offre et tout ce que raconte François Hollande. Est-ce que ça veut dire que si vous voulez comme ça aspirer au fond les écologistes faire le front de gauche, c'est que vous estimez que le parti officiel des Verts ne fait pas assez son travail en acceptant ça et là des places, moyennant une des places au gouvernement? Est-ce que vous verdissez le rouge? Non, sachant que beaucoup d'électeurs d'Europe Écologie se reconnaissent au fond de plus en plus dans des questions de politique et d'économie que vous représentez et que vous défendez. Est-ce que le Front de gauche est appelé à devenir un front, je ne sais pas, rouge-vert et qui, au fond, enlèverait de sa substance ce qu'est le parti au gouvernement aujourd'hui, quand même, qui gouverne, les écolos au gouvernement? Bon, attendez, il y a 2 questions. La première est de fond. C'est est-ce que nous avons quelque chose à voir, nous, le Front de gauche,
et la mouvance écologique. Mais la mouvance écologique, je veux en parler sur un plan culturel davantage que politique ou politicien. Bien sûr que nous avons à voir, en particulier, le parti de gauche est un parti écologiste. Et je ne vois pas comment la pensée du XXIe siècle, la pensée de gauche, pourrait passer à côté de cette formule que je vais résumer en 2-3 secondes. 1, il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. 2, il y a donc un intérêt général humain. 3, il y a donc des biens communs qui appartiennent à cet intérêt général. Nous ne pouvons le trouver que par la démocratie. Et nous devons dire chacun ce qui est bon pour tous. Voilà comment communisme, socialisme, écologie et humanisme républicain sont réconciliés dans une formule. Bien sûr que nous avons à voir. Après, il y a la vie normale de la démocratie, c'est de s'interpeller. Des fois, c'est un peu trop piquant. Des fois, ça ne l'est pas assez, on ne comprend pas. Mais c'est de s'interpeller, de créer des dynamiques. Nous sommes en train d'essayer de trouver une sortie par le haut de la crise en France. Pour ça, il faut rassembler. Donc, nous avons déjà rassemblé 4 millions de voix dans l'élection présidentielle sur ma candidature, mais on va pas rester comme ça, à cultiver ça comme un petit jardin pour obtenir je ne sais quoi en échange. Il s'agit maintenant de travailler à former une majorité. Et pour commencer, ça veut donc dire englober le plus de monde possible. Moi, j'ai dit une fois, on m'a pas entendu. Europe Écologie Les Verts, ça votre but ? Non, parce qu'ils vont bouger. Restera au gouvernement, une autre vous rejoindrait. À peu près tout le monde va être dans cette situation. Il va bien falloir choisir. Madame Joly, par exemple, dit que les écologistes doivent quitter le gouvernement. Si tous les écologistes quittent le gouvernement, naturellement, pour nous, ce sont des interlocuteurs. Mettons qu'une partie des socialistes, tout d'un coup, se réveille courageux un matin. Moi, j'ai toujours dit, si tous ceux qui signent un accord contre l'austérité au niveau local, on est prêt à aller dans leur liste. C'est pas une affaire de sectarisme sur des étiquettes, c'est une affaire de contenu. Nous, ce qu'on veut, c'est rassembler le plus grand monde possible pour faire une majorité, forcément parlementaire. Moi, je suis un républicain, je ne vais pas vous dire une majorité de bâtons, de pioches et de piques. C'est une majorité politique que nous voulons constituer. C'est la raison pour laquelle je parle de la construction d'une opposition de gauche, je parle de la 6e République, donc de convoquer une assemblée constituante et de procéder à une politique audacieuse, économique, à partir de l'économie de la mer. Pardon, je m'excuse, je résume mon propos en le rassemblant en une vision globale. Mais les communistes voient comment, de quel œil voient-ils cette façon de draguer quand même beaucoup les Verts et Europe Écologie, Jean-Luc Mélenchon ? Ils en font autant, je vous signale, parce que nous sommes ensemble dans des listes Front de Gauche, Europe Écologie, les Verts, dans un certain nombre de villes. Dans d'autres villes, on n'y est pas, mais c'est rarement pour des raisons idéologiques. Mais vous vous positionnez de plus en plus sur l'écologie, c'est vrai, Jean-Luc Mélenchon. Vous avez récemment dit tout le bien que vous pensiez de l'industrie de la défense aussi. Alors, quand on veut mettre en colère un communiste, en tout cas c'était le cas il y a 10 ans, peut-être que ça évolue, mais quand on veut le mettre en colère, on lui parle de quand on veut mettre en colère quelqu'un de gauche, toujours, on lui parle de la défense. On lui parle d'écologie et de... C'est quoi cette manière de tirer à Adia, les Verts d'un côté, et maintenant la défense. On vous a vu avec le général Desportes, les anciens officiers à la retraite, apparemment bénissant vos propos, soucieux et affectant de dire tout de même la défense c'est important. Il y a des militaires d'actifs qui ont sollicité l'autorisation de venir, ils n'ont pas pu venir. Oui, mais parce que les questions de défense sont des questions très sérieuses. Et on ne peut pas, sauf angélisme absolu, dire on est au courant de rien, on ne sait pas, et puis tout d'un coup on va dire quoi ? Non, la France est une puissance mondiale. Si demain nous sommes au gouvernement, j'imagine que les États-Unis d'Amérique, comme d'habitude, vont montrer les dents. Il faut être capable d'assurer sa tranquillité. Et vous êtes d'accord avec l'inquiétude de certains officiers qui disent qu'on est en train, au fond, de brader le budget de la défense et de brader la question militaire en France ? Évidemment, parce que le président de la République a fait un choix sournois, comme d'habitude, qui n'a explosé à personne, un choix de stratégie militaire. Il a été signé le fait que nous sommes d'accord avec la stratégie des boucliers antimissiles, donc la dissuasion, on peut la mettre directement à la poubelle, mais tout ça, c'est sous contrôle américain. Le président de la République a fait le choix de l'OTAN et d'une organisation de la défense française intégrée dans un système monde dirigé par les États-Unis d'Amérique. Moi, je suis absolument contre ça. Vous êtes en train de prendre une posture gaulienne, un peu, là, Jean-Luc Mélenchon. Si vous voulez, mais l'histoire de France, vous pouvez m'en trouver d'autres. Moi, je suis pour la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple, ça n'a pas de sens si vous n'êtes ni capable d'avoir votre souveraineté alimentaire, ni d'avoir votre souveraineté territoriale, ni la souveraineté juridique. C'est tout ça qu'on est en train de perdre en même temps. Donc j'ai le droit de dire, oui, je suis pour une défense nationale, souveraine et altermondialiste. Donc je suis contre l'alliance OTAN. Brice Couturier. Je remarque qu'il y a une montée de l'intolérance dans le débat public et vous en êtes des témoins et en même temps un des acteurs. C'est pour mettre du baume sur les plaies. Oui, parce que je vais poser une question du précise. Moi, j'aime bien le faire. Hier, il s'est passé quelque chose d'inquiétant à mon sens. Un candidat du Front de gauche a été prendre un whisky avec son concurrent de droite. Comment va monsieur Mélier, candidat du parti de gauche à Périgueux ? Non, il n'est plus candidat du parti de gauche. Il l'était.
C'était une belle erreur. Voilà. Parce qu'il a été prendre un whisky avec un candidat de droite. Avec Yves Guéna, qui est compagnon de la Libération. Compagnon de la Libération, Yves Guéna. Immédiatement exclu. On peut pas boire un whisky avec un compagnon de la Libération. D'intolérance, ça. Attendez, vous parlez tous les deux en même temps. Il y a quelqu'un qui veut aussi me jeter son petit seau de... Ça, c'est une question très importante. Je remercie Brice Couturier de l'avoir repéré dans le flou. Il y a beaucoup de faits qui se passent dans le monde, mais le whisky de Périgueux, je suis d'accord pour dire que c'est un fait très important. Donc, c'est un symbole de la montée de l'intolérance. Oui, exactement. Pourquoi cet homme a-t-il été exclu du Alors, parti voilà, de gauche? monsieur Brice Couturier, je vais vous expliquer quelque chose, parce que vous n'avez pas l'air de le comprendre. Un parti politique n'est pas une auberge espagnole. On ne vient pas dans un parti, et puis on étale son ego, comme vous le faites vous à l'antenne, et puis il n'y a rien au-dessus de soi, etc. C'est gratuit. Oui, bien sûr que c'est gratuit. C'est comme vos remarques sur l'intolérance, elles sont parfaitement gratuites. Vous ne savez pas quel homme je suis et les combats que j'ai menés pour le droit à la liberté d'expression. Vous êtes beaucoup fréquenté au Sénat, quand même. Bon, alors... je viens sur cette histoire que j'ai découverte en rentrant de Strasbourg, elle est tout à fait passionnante. Non, un parti n'est pas une auberge espagnole, et j'informe ceux qui se seraient trompés, le parti de gauche n'est pas l'endroit où l'on vient assouvir ses projets personnels, Non, il y a une ligne politique. Avec son adversaire, ça se fait pas. Non, c'est pas ça. Au Sénat, vous prenez jamais un pot avec vos adversaires politiques? Mais bien sûr. Alors, et même pourquoi vous refusez un de vos candidats? Parce que c'est en quelque sorte la goutte de whisky qui a fait déborder le vase. On va dire que le communiqué est peut-être mal rédigé et qu'en mettant en avant ce seul argument, mais on pensait que ça ne vous intéresserait pas le reste. Et d'ailleurs, ça ne vous intéresse pas, vous le savez aussi bien que moi. Dans cette histoire, tout ce qui a été trouvé, c'est une occasion de plus de me diaboliser parce que je serais intolérant. Mais monsieur Brice Couturier, vous allez m'entendre dire, le parti de gauche a une ligne politique, pas deux. Et quand on fait le choix d'adhérer au parti de gauche, on respecte son éthique, sa ligne politique et ses méthodes. Ceux qui ne les respectent pas se sont trompés de parti. Et c'est pas une affaire de whisky. Moi-même, je bois du café avec monsieur Hortefeux. J'ai même été photographié à cette occasion dans un intérêt journalistique. Vous avez été exclu du Front de gauche, hein? Non, parce que d'abord, ce n'est pas le Front de gauche, vérifiez vos informations, c'est le parti de gauche. Et deuxièmement, je ne serai pas exclu parce que c'est moi qui exclue. D'accord ? Regardez-moi bien, monsieur Couturier. Voilà. Ce monsieur a un comportement qui est inacceptable. Il a été le directeur de la communication d'un imbécile qui a appelé ses parrains à l'élection présidentielle, parce que monsieur voulait être candidat à l'élection présidentielle, à reporter leur parrainage sur madame Le Pen. Il a été le directeur de communication de quelqu'un qui prétendait qu'il fallait inscrire sur le front des condamnés leur condamnation. Eh bien ça n'est pas compatible avec le parti de gauche. Et je me demande comment ça se fait qu'on n'a pas déjà jeté dehors ce type bien avant cette séquence-là. Voilà, monsieur. Et c'est à nous d'aller raconter tout ça à la radio. Vous savez bien ce que c'est, un parti politique, c'est comme tout, il y a tout dedans. Et un jour, vous découvrez que vous avez un parent pouilleux. Eh bien, nous l'avons exclu. C'est une bonne chose. Et je confirme que mes camarades ont eu raison de prendre cette décision. L'appartenance au parti de gauche est moralement exigeante et intellectuellement intraitable. Bon. Vous vous souvenez, Jean-Luc Mélenchon, restez avec nous, il reste un quart d'heure. Je vais pas m'en aller, moi. Hein. Vous vous souvenez c'est pas mon habitude, la chaise vide. Hein. De Victoire Passage, vous l'avez pris comment, ce Victoire Passage? Prends le pouvoir sur moi, Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, j'étais stupéfait. Je veux que tu sois comme un passage piéton, un repère en béton, pas un truc. Et une blonde oui, très alors, charmante. Il y a qu'à moi qu'on a fait ça. Hein. En pleine campagne présidentielle, une personne a pensé se faire de la pub sur mon dos et a fait ce truc. Et moi, j'ai répondu assez élégamment, je crois, contrairement à ce que dit M. Brice Couturier. Arrêtez de chercher au Couturier. Mais non, c'est lui qui est là, je l'aime beaucoup. Vous avez dit ses livres sont très intéressants, il est de droite, il a le droit, il est libéral, il a le droit. Il a tout à fait le droit, moi je respecte ça. Alors cette femme, j'ai dit, écoutez-moi, j'ai pas envie de prendre le pouvoir sur elle, ça m'a l'air épuisant. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai d'une manière générale envie de prendre le pouvoir sur personne. Et en tout cas sur aucune femme, ni en tout cas personne qui prétendrait m'aimer. Je ne prendrai pas le pouvoir sur quelqu'un qui veut m'aimer.